Nous allons pouvoir continuer cette réflexion partagée dont Marc Souville, mon co-animateur de ce matin, dont je fais avec plaisir la connaissance, soulignait le caractère particulièrement transdisciplinaire. La seule chose qui est moyennement trans, c'est que comme d'habitude, quand on parle des femmes, il y a surtout des femmes et pas beaucoup d'hommes. J'en ai une grande habitude, peut-être Marc Souville aussi, puisque les professions font que nous sommes dans des milieux extrêmement féminins. Alors, nous avons additionné le quart d'heure marseillais et le quart d'heure aixois, donc nous sommes à la fois à l'heure et avec une demi-heure de retard, et je vous donne un certain nombre d'indications éminemment pratiques concernant cette dernière partie de cette très belle rencontre internationale organisée principalement, mais pas seulement, par l'association des Métercorps. Nous avons jusqu'à 13h pour partager joyeusement diverses interventions. Le débat sera confortable puisque malheureusement Madame Molinier, qui devait intervenir sur le thème passionnant de la maternité est-elle un emblème du quart, n'est pas parmi nous. Et donc ça laissera non pas aux autres intervenants la possibilité de rallonger leurs interventions, mais je m'adresse là aux intervenantes, de les prononcer à haute et intelligible voix pour une raison de politesse. En effet, c'est une confidence, un scoop, mais je me permets de le dire. Malgré d'excellents appareils, Yvonne ne comprend pas complètement bien, dans un grand groupe, avec un micro, si on parle rapidement. Donc, essayez, mesdames les intervenantes, de prononcer votre intervention à un rythme ralenti, qui permettra à vos auditrices à la fois de mieux enregistrer, et à Yvonne, qui a bien sûr lu soigneusement les résumés des communications, d'entendre un peu plus que vos résumés. Voilà, donc on va essayer, dans des conditions un peu abruptes, cet amphi un peu penché, de donner toute la place au débat. On disait Marc Souville à l'instant que c'était indispensable qu'il y ait du débat, mais il va y en avoir. Les intervenants ont une contrainte de temps qui est de 15 minutes. Et les participants, on va leur demander de se présenter succinctement en mémoire de la période qui s'éloigne, où des amphithéâtres plus poussiéreux que celui-ci résonnaient du cri « D'où parles-tu, camarade ?» Donc, on vous demandera, mesdames et éventuellement messieurs, je salue la présence de Marc Juston, quelqu'un qui est vraiment passionné par la question des pères parmi nous, donc on demandera à chacun de se présenter succinctement avant tout débat. Et puis pour le débat lui-même, il y a eu débat sur les modalités concrètes, allait-on prononcer toutes les interventions les unes après les autres et poser des questions après. Et la plus ancienne dans le grade le plus élevé, donc Yvonne, a tranché en disant que les 4 communications vont être présentées à la suite, mais pour ceux qui, comme Marc Souville, aiment bien poser des questions et qui vont devoir, retarder les choses, notez vos questions, on aura un vrai temps de débat, probablement pas une question à la fois, mais 3-4 questions à la fois, qui seront adressées aux différents intervenants. Alors, les intervenantes gagneront vraisemblablement, je suis désolé pour Laurence, à descendre là en bas pour le moment du débat, et même si on a à première vue 2 micros, de façon à ce que ça soit un petit peu fluide. Et puis la question se posait de savoir, mais demandez à vos vessies ce qu'elles en pensent, si on faisait une pause pipi ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon, alors là-dessus, la plus ancienne dans le grade le plus élevé, c'est-à-dire Yvonne Pouvillère est mise en minorité, nous ferons une petite pause. Pendant cette pause, vous aurez toute l'attitude, non seulement de trouver les WC qui sont 2 fois à droite en sortant de l'amphi par le haut, mais aussi de jeter un coup d'œil aux ouvrages d'Yvonne qui ont été soigneusement amenés, et éventuellement, comme on vient de vous le proposer,
d'acquérir les résumés des communications qui ont été amenées ce matin. Est-il des questions sur le déroulé de la matinée? Non? On peut y aller? Alors, il y a parmi nous un militaire, mais il se cache bien, Pierre Blanc-Morisseau, ancien gendarme, et comme vous le savez, les gendarmes sont des militaires, il y a des gens à qui il faut encore le préciser, a eu la grande gentillesse de soutenir Déméter-Corps en tant que membre d'une association qui va vous présenter. Il la présentera et ensuite M. Jarry, un de ses collègues de la même association, vous diront rapidement quelques mots qui justifient leur engagement dans l'organisation de cette manifestation et en particulier de cette matinée. Monsieur Blanc-Morisseau, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci. D'abord, bonjour. L'objet de l'association est la recherche et la formation en sciences humaines, épidémiologie, santé publique, santé mentale. Elle a été créée en juin 1999 par 4 personnes. Le docteur Dolores Torres, qui est la présidente de l'association, la psychologue clinicienne Laurence Kurjan, qui est la vice-présidente, le cadre supérieur de santé Daniel Fabrega et la secrétaire Nicole Legeleux. Toutes les deux sont actuellement à la retraite, elles nous ont quittés. Ces personnes créatrices de l'association étaient du personnel du CH Édouard Toulouse, secteur 12 en psychiatrie. Les premières familles ont rejoint l'association au cours de l'année 2002, puis les usagers de la psychiatrie. L'association compte bon an mal an une 50aine de membres, parmi eux une dizaine de bénévoles actifs. Elle fonctionne avec un bureau de 5 personnes qui applique les directives du conseil d'administration composé de 10 personnes. Au cours de l'année, nous avons dû embaucher du personnel pour le secrétariat. En premier, un usager détenteur du RQTH, reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. Le développement des demandes d'intervention nous a amené à embaucher une secrétaire à 16 heures par semaine. Les actions menées par l'association ont débuté par l'organisation de la CISM, semaine d'information sur la santé mentale. Différents thèmes ont été traités concernant la psychiatrie adulte. 2012, crise en psychiatrie, psychiatrie en crise, c'est des exemples. 2013, parcours judiciaire, parcours de soins, construire un partenariat pour quel avenir? Il y avait une partie de la population parmi les plus jeunes enfants qui n'était pas pris en compte. La présence des équipes soignantes aux différents colloques nous ont sollicités pour traiter le départ dans la maladie mentale, les troubles chez l'enfant, sur sollicitation d'un chef de pôle pédopsychiatrique du CH Édouard Toulouse en 2014. Thème de la semaine développé a été souffrance psychique et histoire de parentalité. Pour l'année 2015, le colloque d'une durée de 2 jours traitera les adolescents d'aujourd'hui. Le développement s'est fait à l'issue de différents colloques. En 2012, nous avons organisé une formation les 21, 22, 23 mai 2012, dont le thème était le suivant: accueil et accompagnement des familles en psychiatrie, réservé aux soignants. Depuis 6 ans maintenant, sur demande du directeur du CH Édouard Toulouse, nous assurons la logistique et l'organisation de la journée psychiatrique au programme. Secret judiciaire, secret médical, secret professionnel partagé, entre pouvoir, résistance et partenariat. L'organisation de la CISM et les manifestations annexes sont un travail considérable. Le comité d'organisation s'est agrandi avec l'aide des partenaires COSM, CH Montpellier, UNAFAM, UDAF 13, GEM Les Canouviers, Solidarité Réhabilitation. En 2014, nous avons sollicité pour une intervention, et je vais lui demander de m'excuser,
Madame Yvonne, son nom, j'arrive jamais à le prononcer, excusez-moi, madame. Kniebiller, Voilà. Historienne, professeure émérite, afin d'élargir le champ d'action et la qualité de ces journées. Nous avons obtenu le numéro d'agrément en formation professionnelle depuis 2003. Pour nous contacter, nous avons une adresse mail arpsidemio@gmail.com, le site internet arpsidemio.org. Nos permanences sont le mardi et le jeudi, 150 rue de Crimée, 13003 Marseille, de 9h à 16h. Téléphone 04 96 13 06 66 et une ligne directe avec répondeur 09 81 03 83 74. Le fax 04 91 50 31 32. Pour compléter ces informations, nous avons déposé de la documentation sur la dernière barre en haut. Je vous remercie. Monsieur Jarry va compléter cette présentation, il a lu aussi. Merci, PBN. Bon, je vais essayer d'être rapide et pas trop de temps sur vos débats. Alors, Arpsidemio, ça signifie Association de recherche et formation en psychiatrie et en épidémiologie. La particularité de cette association, ce qui est très peu fréquent en France, c'est que ça regroupe au même niveau d'intervention, sans personne qui soit supérieure aux autres, des soignants, des usagers et des familles. Et ça, c'est ce qui permet un lieu de débat et d'efficacité important. L'objectif, c'est de faciliter l'intégration de la santé mentale dans la cité. Moi-même, je suis donc Yves Jarry, comme Pierre, lui comme moi, on est père d'enfants, pour moi 40 ans et pareil, pour à peu près pareil chez Pierre, d'une fille qui est atteinte de schizophrénie, avec tout ce que ça implique dans les bouleversements, dans le fonctionnement familial. Voilà. Alors, je vais vous lire un peu. Ce dépliant, il est là-haut, ça pourra vous permettre d'expliciter, de mieux comprendre le fonctionnement d'Arpsidemio. Je vais vous lire rapidement un petit texte qui a été rédigé par Laurence Curgian, qui est donc la cofondatrice de l'association, avec Dolores Torres, qui est psychiatre à Édouard Toulouse, entre 1000 autres activités d'ailleurs. Voilà, pour bien vous situer un petit peu, étant entendu que nous, on intervient comme support logistique aujourd'hui. Alors, Arpsidemio, comment militer ensemble, a-t-elle écrit? L'association a été créée par des soignants après la réalisation de l'enquête « La santé mentale en population générale, images et réalité », une recherche qui a été dirigée par le Centre collaborateur de l'OMS pour la formation en santé mentale. Ce travail a permis une véritable prise de conscience, posant la nécessité d'un levier pour dynamiser le changement des représentations sur les personnes souffrant de troubles psychiques. C'est ainsi que l'idée de créer cette association nous est apparue une évidente nécessité. Arpsidemio est une association née à partir du 12e secteur de psychiatrie des Bouches-du-Rhône, qui correspond à l'organisation des soins en santé mentale au 3e et une partie du 2e arrondissement de Marseille. Le secteur 12, depuis plus de 20 ans, développe des soins de proximité en transformant un service autrefois très hospitalo-centrique en un réseau de structures articulées entre elles. C'est dans ce contexte qu'Arpsidemio développe les actions de formation, d'information et de recherche. Les objectifs peuvent se résumer ainsi: militer pour une reconnaissance de la citoyenneté des personnes souffrant de troubles psychiques. Le malade psychique a autant de droits et de devoirs et est un citoyen à part entière comme tout un chacun. Informer sur les pathologies et les offres de soins. Informer sur la nécessité des soins de proximité avec des équipes mobiles. Alors, c'est le problème clé dans la psychiatrie. Les équipes mobiles qui n'existent quasiment nulle part avec les tragédies qui s'en suivent. Qui n'hésitent pas à aller au domicile, ces équipes mobiles. Et c'est bien ça le problème de fond, l'articulation entre la société et le fonctionnement du milieu psychiatrique qui a une déficience
toujours considérable au jour d'aujourd'hui, avec des catastrophes dans les familles du fait de ce manque d'articulation. Alors un autre objectif, c'est demander une articulation étroite entre le sanitaire et le social, avec la construction d'un réseau implanté dans la ville, en collaboration avec différents acteurs de la ville. Favoriser les actions de prévention, militer pour des lits d'hospitalisation dans la cité, des soins de proximité associés aux structures de soins ambulatoires. Favoriser les partenariats avec les associations de familles et d'usagers. Faire émerger une préoccupation de santé publique intégrée à toutes les autres problématiques, c'est-à-dire un travail avec le politique. Déstigmatiser les soins en santé mentale, cesser de figer les patients dans un statut d'éternel malade. Voilà, en gros, c'est un listing de ce que Laurence a rédigé. Le changement doit venir de la société civile. C'est pourquoi Absidemio, depuis toutes ces années, poursuit son travail de rencontre avec différents publics. Expliquer, informer, échanger sont autant d'actions mises en œuvre pour faire connaître le champ de la psychiatrie. Les malades présentant des troubles psychiques sont des citoyens avant tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'où la nécessité d'un système de soins qui non seulement soigne les personnes, mais aussi qui préviennent les troubles, puis prennent en considération leur réinsertion dans la société. Absidemio n'est plus une association de soignants depuis bien longtemps. L'équipe s'est agrandie et surtout enrichie. En effet, des familles et des usagers de la psychiatrie sont venus rejoindre le groupe initial. Leur investissement est devenu essentiel pour le développement de l'association, non seulement d'un point de vue de leur engagement dans le développement des projets, de la logistique, mais aussi pour tout ce qui concerne l'accueil et le conseil des familles. Les missions d'Absidemio ne peuvent se faire que grâce à ce travail de collaboration. Nous avons appris à nous connaître, à nous faire confiance, à nous soutenir sur cette longue et périlleuse route qu'est celle de la déstigmatisation. Ça, c'est le mot-clé, c'est un des mots-clés, la déstigmatisation. Pour conclure cette rapide présentation, nous pouvons dire qu'Absidemio est une association militante ouverte à toutes les personnes concernées ou intéressées par les questions de santé mentale. À force de patience et de travail, nous sommes à présent reconnus pour notre engagement, mais il reste beaucoup à faire, bien évidemment. Je vous signale également, je suis tombé tout à fait par hasard hier, sur votre colloque, il y a un article qui est sorti dans la Marseillaise de jeudi sur ce qui s'est passé avant-hier et hier à Aix, et ce qui se passe ce matin ici. La Marseillaise de jeudi, voilà. Cette minute de publicité, oui, juste un mot. Pierre a évoqué la prochaine CISM, donc c'est la poursuite de la démarche de l'an dernier. C'était la petite enfance l'an dernier. Cette année, ça sera les adolescents aujourd'hui. Vous avez une brochure préliminaire, hein, elle n'est pas finalisée complètement, du 16 au 29 mars, et avec le colloque qui se tiendra, comme l'an dernier, au Conseil Général, le 17 et 18 mars. Voilà. Merci beaucoup. On y va? Bien, eh bien, vous l'avez deviné, c'est le moment d'introduction par les votes préliminaires. Messieurs Jarry et Jean-Morisseau, merci de nous avoir fait découvrir Absidemio. J'ai une voix d'enseignante. Si vous m'entendez sans micro, je préfère. On m'entend. Alors, je remercie infiniment Absidemio qui a bien voulu organiser notre accueil ici et le docteur Dunia qui nous a mis en relation. Je crois que la relation tient à un fait que je tiens à souligner, c'est que la parentalité, le fait d'avoir des enfants, a été longtemps considéré comme une affaire purement privée. Eh bien, je crois que c'est de plus en plus une affaire publique, autant qu'une affaire privée. Et donc, les parents ont de plus en plus besoin d'être encadrés, soutenus, accompagnés dans leur fonction parentale. Et c'est ce qui nous a finalement rapprochés du docteur Dunia et de Absidemio. Naturellement, je remercie aussi nos généreux sponsors, sans lesquels on ne pourrait rien faire. Je voudrais rappeler que la rencontre d'aujourd'hui, c'est l'ultime séance d'un colloque qui a commencé hier à Aix, hier et avant-hier.
Nous avons souhaité travailler donc avec des spécialistes de la santé mentale et les communications que nous allons entendre ce matin vous feront comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, je voudrais préciser un point capital. Les terribles événements de la semaine dernière confirment notre association Déméter Corée dans son projet de solidarité méditerranéenne, bien au-delà de toute différence de religion, de nationalité et de culture. Nous devons plus que jamais travailler ensemble. Les femmes veulent la liberté, liberté de se marier ou non, d'avoir des enfants ou non, de faire des études, de travailler, de militer, de s'exprimer en public. Mais par-dessus tout, elles sont les premières, les principales responsables de l'éducation des enfants, en tant que mères, bien entendu, et aussi parce que les professions qu'elles choisissent le plus souvent sont liées à l'enfance. Il leur appartient donc de préparer les enfants à vivre ensemble, dans le respect et la bienveillance réciproque. Elles doivent à tout prix s'entraider et s'organiser dans ce but, en prenant comme étoile polaire cette très vieille maxime que la fraternité républicaine a consacrée et que j'énoncerai aujourd'hui en ces termes: traite l'enfant des autres comme tu voudrais que l'autre traite ton enfant. Notre association veut relancer une réflexion collective sur les mères et la maternité. J'en profite pour affirmer fermement que cette rencontre aura des suites. Nous avons déjà préparé des rencontres futures pour entraîner une action collective autour du vivre ensemble, et notamment du côté féminin et maternel. Alors, notre réflexion collective, voici comment elle s'ordonne. Au cours des années 1970, les féministes avaient mis la maternité entre parenthèses, parce qu'à ce moment-là, le plus urgent, c'était de promouvoir le sujet femme, d'abolir l'inégalité traditionnelle entre les femmes et les hommes, et à ce titre, elles ont très bien su conquérir des droits essentiels, bravo. Mais 40 ans après, l'égalité sociale, professionnelle, politique n'est toujours pas au rendez-vous. Et pour une raison aveuglante, c'est parce que la maternité pèse sur les femmes beaucoup plus que la paternité ne pèse sur les hommes. Il faut donc rouvrir les parenthèses qu'on avait fermées en 70 et repenser la maternité. Le problème majeur, qui est le sujet du colloque, c'est l'introuvable conciliation entre les tâches dites maternelles et les tâches professionnelles. La mère qui veut gagner sa vie doit respecter un code du travail qui a été construit au XIXe et au XXe siècle par des hommes, pour des hommes, qui rejetaient les tâches parentales hors travail, hors salaire, comme si élever des enfants était une activité de loisir. Les nouveau-nés d'une mère en emploi sont considérés comme une charge, une gêne dont elle doit se délester au plus tôt. Le devenir mère, lorsqu'il est désiré, procure pourtant un épanouissement charnel et affectif d'une richesse exceptionnelle. Cette idylle maman-bébé n'a aucun sens dans notre société marâtre. Les valeurs dominantes se nomment aujourd'hui productivité, rentabilité, compétitivité et en regard, l'amour maternel. Les tâches parentales sont sans qualité, sans valeur. Notre association Déméter Corée résiste de toutes ses forces à ce dérapage. L'inscription à ce colloque est gratuite. Nous sommes toutes des bénévoles. Et l'amour maternel est pour nous l'emblème du care, ce concept anglo-saxon qui fonde les relations humaines sur l'empathie, la gratuité, le bénévolat. Contre-valeur à promouvoir d'urgence. Pour l'heure, les mères en emploi endurent trop souvent de grandes souffrances psychologiques. Mais personne n'en parle. D'abord parce que les sujets femmes n'osent pas se plaindre, de crainte d'être renvoyés pour toujours au lange et aux casseroles. Et du coup, les soignants ignorent cette souffrance, du moins jusqu'à ce que l'enfant en pâtisse. C'est lui qui donne l'alerte. J'ai vécu personnellement ces misères. Mes filles, ma bru, mes petites filles aussi. C'est pourquoi je tiens à réagir. C'est pourquoi j'essaie depuis quelques années de me rapprocher donc du docteur Dunia, expert en la matière, la souffrance maternelle,
Et c'est lui qui a mis Déméter Corré en relation avec Arpsidémio. Je ne sais pas encore ce que nous pourrons faire ensemble, mais j'ai bon espoir. Tout est à faire. Alors, au travail.